Oui, merci. C'est Monsieur Gilles Bakatushipa. Je suis un simple analyste politique. À ce niveau, les confessions religieuses apparemment n'ont pas trouvé le consensus qui était attendu, n'est-ce pas, dans la désignation de celui qui devait diriger la CENI. Parce que vous vous rappelez qu'il y a le temps passé, il y avait un certain Rossar Malonda qui était sorti comme candidat président de la CENI. Mais les conséquences, ce qui est, n'est-ce pas, ce que nous avions vécu après ce choix-là, ça n'a pas permis au chef de l'État d'entériner, n'est-ce pas, la personne de Rossar Malonda. Alors, on ne voudrait pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, ayant bénéficié de la confiance du peuple congolais, parce que le choix de la destinée de ce peuple dépend de celui qui va diriger la CENI. Donc c'est une très grande responsabilité. Alors je demanderai vraiment à nos pères spirituels d'arrondir leurs angles pour permettre que le consensus soit trouvé autour de celui qui doit présider, n'est-ce pas, ou de celui qui doit succéder à Corneille Nangaa. Oui, comme je le disais tantôt, hein, ce qui n'a pas marché, c'est le consensus. Or, par rapport à ce que moi j'entends parler du consensus, je me dis il aurait fallu peut-être, je ne dis pas que ce n'est pas ce qui avait été fait, mais selon ma lecture, parce que c'est comme si chaque parti se cantonne par rapport à son candidat. Alors que le choix ne devait pas partir des individus, mais devait partir, n'est-ce pas, des critères. Quels sont les critères qui ont été retenus? Parce que le consensus devait partir d'abord de là. Qui doit être, n'est-ce pas, le président, le prochain président de la CENI, vit les contestations, n'est-ce pas, ou les conflits post-électoraux que nous avons connus de par les cycles passés. Alors, il fallait que le chef spirituel se mette cela en tête. Donc, avant de parler des individus qui devaient occuper les postes, il devait d'abord parler, n'est-ce pas, de critères. Et sur base de quels critères, n'est-ce pas, ils se sont mis d'accord pour nous choisir celui qui va présider la CENI. C'est ça la grande question. Est-ce qu'il y a eu des critères au préalable ou c'est des individus qu'on a amenés, chaque confession religieuse amène, n'est-ce pas, son candidat pour dire que je ne veux le défendre contre tout vent et marée. Or, ce n'est pas bon. Quand on parle de consensus, c'est-à-dire chacun peut toujours mettre de l'eau dans son vin pourvu que l'intérêt du peuple soit le leitmotiv de nos pères spirituels. Bon, se rattraper, c'est d'abord commencer par définir les critères. Dieu merci, j'ai comme suivi le président des églises de réveil, Dodo Kamba, parce que c'est lui qui parle un peu beaucoup plus, pour dire que non, ils ne peuvent pas à leur niveau sortir les noms de celui qui a été désigné par eux. Donc les 6 sur 8. Vous voyez, ça c'est un peu sage. Alors que les PV qui doivent être transférés au niveau de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale, doivent porter les signatures du président et vice-président de la commission. Donc ils ont tout intérêt à pouvoir se remettre en question, n'est-ce pas, se mettre d'accord autour des principes, n'est-ce pas, et après, voir des individus. Donc c'est un peu ça ma lecture. Bon, c'est vous qui me parlez de Denis Kadima et de Cyril Ebotoko. Mais Denis Kadima, bon, dans les réseaux sociaux, on en parle. Bon, je vois certaines chaînes de télévision aussi en parler. Mais eux-mêmes, c'est-à-dire il n'y a pas une voix officielle. Or, la voix officielle, c'est les confessions religieuses qui doivent nous dire sur qui ils ont porté leur choix. Mais à ce niveau ici, ce n'est même pas à eux.
c'est au bureau de l'Assemblée nationale de dévoiler les noms de celui qui est choisi. Donc moi, je crois encore qu'il n'y a pas un candidat qui est jusque-là, n'est-ce pas, choisi par les confessions religieuses, parce qu'eux-mêmes n'en ont pas parlé, et la voix officielle, la voix autorisée, c'est le bureau de l'Assemblée nationale, n'en a non plus pas parlé. Donc nous, on ne peut pas, comment je dirais, prétendre qu'il y a un certain candidat qui est sorti, d'autant plus que si aujourd'hui, ils reviennent aux discussions, cela veut dire qu'ils remettent en cause ce qui était déjà fait avant. Vous voyez? Donc, je dis qu'il n'y a pas de troisième voie, parce qu'il n'y a pas eu de première et de deuxième. Mais pour moi, je me dis, personnellement, ça c'est un avis personnel, hein, d'autant plus que je l'ai déjà dit plus d'une fois, que je pensais, en ce qui me concerne, que Paul Sapou pouvait faire un bon travail. Pourquoi? Parce que lui-même, il a travaillé presque avec toutes les confessions religieuses dans la formation des observateurs électoraux. Donc, en ce qui concerne le processus électoral en RDC, je crois qu'il doit avoir une bonne expertise. Et il a aussi une bonne probité morale. D'autant plus que tout ce qu'il pouvait bénéficier comme avantage, là où il était, il a dû abandonner pour venir aider la République à remonter. Parce que regardez, on a eu les élections en 2006, elles étaient contestées. En 2011, mêmement contestées. Pourquoi? Parce que dès le départ, c'est lui qui, je regrette, paix à son âme, l'abbé Apollinaire Malou, mais c'était un prêtre. Mais regardez comment il avait été contesté et même les résultats des élections contestés. Nous venons en 2011 avec les pasteurs Ngoï Mulunda, la même chose. Et il n'y a pas longtemps, en 2018, avec Corneille Nanga, regardez ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Il y en a même ceux qui disent qu'ils sont dans la résistance. Donc, quand on parle de la résistance, alors que notre constitution ne reconnaît même pas la résistance, vous comprenez que les gens sont allés au-delà pour contester les résultats. Mais ça, c'est mon avis, comme je l'ai dit. Avec Paul Sapou, je crois qu'il devait faire des choses de telle manière que même sa personne, en tant que président de la CENI, ne pouvait pas être contesté par ceux-là qui ont travaillé avec lui et qui savent ce qu'il est capable de faire pour faire avancer les choses. Et même pour les réformes dont nous parlons ici, par rapport à la loi électorale et consorts. C'est vrai, toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, on ne peut pas demander à ce que le chef de l'État a promulgué comme loi soit parfaite. La loi, elle peut toujours être modifiée selon que les événements et les circonstances concourent à ce qu'elle soit modifiée. Mais il faut qu'il y ait des individus qui posent des actes responsables. Comme je l'ai dit, pour moi, je pourrais demander aux confessions religieuses, si chacun avait son candidat, n'est-ce pas, qu'ils mettent un peu de l'eau dans leur vin, qu'ils essaient un peu de réouvrir le dossier de ces Paul Sapou. Parce que, vous savez, aujourd'hui, tout le monde regarde les confessions religieuses. Si à leur niveau, ils ne peuvent pas arriver à trouver un consensus autour de l'idéal, parce que d'abord, ce n'est pas les individus, c'est l'idéal, autour des principes, autour des caractères de celui qui doit, n'est-ce pas, diriger la CENI. Vous avez parlé de Cyril Ebotoko. Cyril Ebotoko, c'est les prêtres ou, je ne sais pas, les protestants qui l'ont amené, d'après vous. Et les églises de réveil et autres 6 autres confessions, ils ont amené. Est-ce que par rapport aux critères, ils remplissent tous les critères? Mais si votre candidat ne remplit pas les critères, mais soyez sportif. Acceptez celui qui remplit les critères. Et j'en profite aussi pour parler à travers votre micro qu'à ce jour, faire, je dirais, parler du tribalisme par rapport à ceux qui sont censés être nos pères spirituels, ce n'est pas intéressant. D'autant plus que le chef de l'État, c'est une institution
On ne peut pas comparer les chefs de l'État avec les dirigeants d'autres institutions pour dire que comme le chef de l'État est de l'espace kassaïen, même si celui qui doit diriger une autre institution est du même espace, quelles que soient ses compétences, on ne peut pas le prendre. Ça, c'est à tort qu'on raisonne de cette façon-là. Et on dirait que cette histoire-là commence à prendre un peu de l'ampleur. Alors, j'ai saisi l'occasion pour dire que non, même si le chef de l'État est du Kasaï, et que ceux qui doivent diriger les autres institutions sont compétents, quelle que soit leur origine. S'ils sont du Kasaï, ils doivent diriger parce qu'ils dirigent pour l'intérêt de l'État, pour l'intérêt des Congolais. Parce qu'on ne se partage pas les gâteaux. Le problème, c'est que le pays avance. Est-ce que ce qu'ils font comme travail, ils le font pour l'intérêt du pays ou pour leur propre intérêt? Moi, je ne dis pas que tout ce que Kabila avait fait avant était mauvais. Regardez, Malou Malou, c'était un swahiliphone. Est-ce qu'on a critiqué ça par ceux qui parlent de tribalisme aujourd'hui? Non. Pourquoi seulement, quand il s'agit d'un Kassaïen, c'est comme s'ils sont quelque part en train de stigmatiser le peuple kassaïen? C'est pas bon. C'est pas bon parce que nous avons vécu dans ce pays où même Kassavou Bouka, il était président. Qui était à la Banque centrale? C'était Albert Ndele. Et c'était quelqu'un de Congo central. Qui avait parlé du tribalisme à son temps? Personne. Et pourquoi aujourd'hui, quand il s'agit du Kassaïen, alors tout le monde doit parler, non, c'est le tribalisme. Alors que le tribalisme, ça vient du tribu. Est-ce que le Kasaï, c'est une tribu? Au Kasaï, il y a aussi beaucoup de tribus. Donc qu'on nous dise si réellement tous les Kassaïens font partie d'une même tribu. C'est faux. Donc pourquoi parler de tribalisme? Pourquoi même parler du Kasaï? Aujourd'hui, aller dans toutes les provinces ici. Qui sont les gouverneurs? Ce n'est pas les originaires de ces provinces-là.